Oui, bonjour à tous, Alexandra, thérapeute Nordrome. Je voulais aujourd'hui aborder le sujet concernant la neuroscience. J'étais intéressée à me former depuis fin l'année dernière sur le sujet pour comprendre comment fonctionnait notre cerveau. Au départ, comme beaucoup d'outils pour lesquels je me suis formée au fil du temps depuis mon burn-out, je me suis intéressée à la neuroscience tout d'abord parce que je voulais perdre les 25 kilos que j'avais pris suite au burn-out que j'ai vécu suite à un surmenage il y a maintenant plusieurs années. J'étais cadre dans une grande entreprise et suite au surmenage professionnel, j'ai eu après des problèmes de santé assez conséquents suite au surmenage. Si maintenant tout va bien depuis plusieurs années, que je n'ai plus besoin de traitement, j'ai trouvé des clés et ouvert plein de portes des possibles. Mais actuellement, je voulais vous parler donc justement de réflexes de survie, de la neuroscience. Il s'avère qu'on a tous vécu plus ou moins des situations compliquées dans notre vie, plus ou moins intenses, des traumas, des événements chocs émotionnels en tout genre, que ça peut être divorce, séparation, deuil, mais aussi maladie, mais aussi maltraitance, violence physique, verbale ou sexuelle, plus ou moins intenses, plus ou moins forts, qui ont gardé des traces dans notre mémoire, dans notre disque dur intérieur. Je voulais justement aborder avec vous le système, comment fonctionnait notre cerveau. Et aujourd'hui, on va aller à la découverte justement de notre réflexe de survie. Le cerveau perçoit une situation et avec toutes les données qu'il perçoit, va lancer l'alerte pour que vous réagissiez, ou que vous mettiez en sécurité, ou dans tous les cas, que vous ayez une réaction face à cette situation qu'il perçoit. Je dis bien qu'il perçoit comme étant dangereuse pour vous. Pourquoi j'insiste sur le mot percevoir? Parce que deux personnes vivant une même situation ne vont pas réagir du tout de la même façon. Cela va dépendre justement de disque dur de notre cerveau, de notre programme intérieur. Donc, comme je vous disais, le cerveau va percevoir l'événement et va lancer l'alerte. Cette information est traitée au niveau du cerveau, au niveau du réflexe archaïque rectilien qui se trouve au niveau de la nuque. C'est un réflexe de survie, instinctif, on ne peut pas le contrôler ce réflexe-là. Donc, selon l'événement qu'il perçoit, notre disque dur intérieur, comprenant nos blessures du passé, comprenant nos croyances, comprenant aussi toutes nos mémoires inconscientes, mais aussi un peu transgénérationnelles, mais aussi de karmique aussi, d'ailleurs au passage. Dans tous les cas, pour vous donner une ordre d'idée, l'inconscient peut prendre beaucoup d'ampleur et de place. Il faut estimer une personne n'ayant pas travaillé sur elle, pas œuvré à la découverte d'elle-même, à 10% de conscient, 90% de conscient, d'inconscient, pardon. Donc je répète, 10% de conscient et 90% d'inconscient. Plus une personne va se découvrir, être en harmonie, en alignement avec elle, va tourner et va augmenter sa part consciente d'elle-même. L'inconscient, c'est, vous avez compris, tout ce que l'on aura refoulé, tout l'événement plus ou moins conscientisé, mais aussi les parties des événements peut-être plus ou moins traumatiques, vécus trop fortement par le cerveau. Il a préféré occulter, c'est-à-dire faire de l'amnésie de ces événements, essayant de le mettre de côté, le refouler. Vous savez les fameuses phrases « c'est pas grave, ça ira mieux demain ». Là, c'est toutes les parts de vous-même, des émotions, de ces mémoires plus ou moins traumatiques que vous essayez de chasser de votre conscient.
Elle est simplement stockée en attente dans votre inconscient et va attendre le moment le plus propice pour être libérée et pour être gérée en conscience. Souvent, ça va être justement des maladies, des divorces, des périodes difficiles, chocs émotionnels de notre vie, où le conscient va être fatigué, shooté, et va laisser place à l'inconscient. L'inconscient peut s'exprimer aussi lors de nos rêves la nuit, de nos cauchemars pour certains, mais aussi en hypnose, où on peut aller justement le découvrir, le rencontrer, mais aussi en méditation. Si le cerveau conscient se sent en sécurité, dans tous les cas, il sera amené à libérer certains dossiers trop gros, trop un fardeau pour lui au niveau inconscient. Donc, le mécanisme de notre disque dur intérieur, face à un événement, va gérer toutes ces sources d'informations qu'il perçoit, va le traiter dans notre disque dur intérieur et va lancer l'alerte. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le système archaïque reptilien au niveau de la nuque qui va être sollicité durant ce réflexe de survie. À noter que cette partie du cerveau grandit dans le ventre de maman jusqu'à l'âge à peu près de 1 à 2 ans. D'ailleurs, si dans votre chemin de vie, vous avez déjà vécu un traumatisme, pas forcément conscientisé parce que forcément vous étiez enfant, il peut s'avérer que du coup vous avez une hypersensibilité par la suite en vieillissant. C'est comme si votre système d'alerte était en hypervigilance depuis très très longtemps, depuis les premiers jours de votre vie peut-être, ou les premières années. Dans tous les cas, si l'hypervigilance a été activée avant les 2 ans, vous pouvez avoir des peurs inconscientes au fil du temps après derrière. Donc le cerveau à la base est une super machine, super bien conçue. Il a plusieurs possibilités face à la perception du danger. Je pense que c'est un système qui a été implanté dans notre magnifique machine intérieure qui remonte à la nuit de temps où face au danger, on devait pour permettre la survie de l'homme de Cro-Magnon par exemple, avoir des réflexes et mémoriser des situations pour ne pas se remettre en danger, pour la survie de l'espèce. Si malgré tout les réflexes sont toujours présents et quasiment identiques, pour la plupart, ils semblent trop importants et optimum face aux situations que nous rencontrons maintenant. Nous avons le premier réflexe instinctif de survie qui est justement la fuite. C'est-à-dire que le cerveau va percevoir l'événement comme étant dangereux et va préparer l'organisme à fuir cette situation qu'il perçoit comme étant dangereuse pour vous. Il va faire augmenter le système cardiaque, les poumons et le drainage des jambes pour préparer le corps à fuir. Nous avons notre possibilité qui est le combat réflexe, où le corps va avoir tendance à se replier sur lui, à monter les épaules pour protéger aussi les organes vitaux. Nous avons souvent une tension en haut du corps, une crispation en haut des épaules, de la mâchoire, de la nuque, une tension au niveau des bras, des épaules, pour protéger en fait des coups, mais aussi pour les donner. Pour moi, on parle souvent de réflexe combat, j'aime aussi aborder réflexe combat, réflexe défensif aussi. Dans le cas de figure où on n'a pas pu fuir ou combattre dans le passé, dans une situation de notre passé, dans notre chemin de vie, le cerveau va être bloqué et va passer dans un réflexe que j'appelle le réflexe de paralysie. On peut observer ces mêmes réflexes d'ailleurs dans le règne animal. L'animal va faire semblant, il va faire le mort. J'ai d'ailleurs une personne que j'accompagne face à ce réflexe de paralysie pour que vous compreniez bien à quel point cela peut être dangereux et mal adapté maintenant dans une société où on ne peut pas forcément, on va dire, avoir ces réflexes-là par rapport à ce que l'on vit. Une personne qui a un peu plus, monsieur qui a plus de la cinquantaine, bien passé, pas loin de la soixantaine,
Il n'a pas eu vraiment de gros événements, on va dire traumatiques dans sa vie, de gros traumas. Par contre, pendant de nombreuses années, il était paralysé face à des situations plus ou moins intenses. Il gardait les choses pour lui, il avait peur de déranger. Il avait une tendance à se taire et à garder les choses pour lui. Et ce mécanisme, forcément, comme le cerveau est magnifiquement fait, plus on va utiliser un chemin, plus il utilisera toujours le même chemin. Imaginez quand vous allez chercher le pain, si vous utilisez toujours le même chemin, le chemin va être bien tracé. C'est un peu le cas aussi pour notre cerveau. Plus vous utilisez un réflexe, plus le cerveau face à une situation de stress et de danger va justement utiliser ce schéma-là. Donc revenons à cette âme qui a vécu des situations, on va dire, de réflexe de paralysie, a eu une situation où il a traversé la route un jour, il n'a pas fait attention qu'une voiture était présente. Sur les cris de sa famille, il s'est retourné, a vu la voiture arriver sur lui, sauf que le réflexe de paralysie s'est lancé. Il est resté complètement bloqué, tétanisé au milieu de la route, à voir la voiture venir sur lui et être dans l'incapacité, je dis bien l'incapacité, de parler, de bouger. Il a eu beaucoup de chance, il y a un passant qui est passé par là, qui l'a sauvé de façon extrémiste. Par contre, la famille a été dans l'incompréhension, croyant que cette âme voulait, on va dire, se suicider face au danger, alors qu'il n'était nullement le cas. D'ailleurs, cette personne était très attristée de se rendre compte de ce qui se passait et d'être incapable de bouger le moindre petit doigt, comme le petit lapin qui d'ailleurs voit les phares de la voiture sur la route et va rester tétanisé au milieu de la route. C'était ce schéma-là qui s'est déclenché en lui. Forcément, quand on a abordé les réflexes de survie, il a compris son mécanisme et pris conscience qu'il n'était pas faux, qu'il n'avait pas voulu se suicider. Forcément, le réflexe de paralysie n'est pas forcément extrême. Ça peut être une situation aussi où on a vécu beaucoup de situations de colère face à une personne dans le passé et subi beaucoup de, plus ou moins, de violences physiques, verbales ou sexuelles. Et la personne face à une personne, par exemple, en colère ou agressive, va se trouver tétanisée, bloquée face à cette situation, comme un mur, incapable de parler, de réagir, de se protéger, de se défendre. Et vous êtes certainement plusieurs, comme moi-même, à avoir encore ces réflexes-là présents. Le plus vicieux dans le réflexe de paralysie, c'est que tout le corps est bloqué, tout le corps va être tétanisé. C'est une crispation globale de l'ensemble du corps. Tout est crispé, muscles, articulations. Mais j'ai pu constater aussi, au point de vue énergétique, que tout le corps est en mode ralenti. Le cerveau, en fait, pour permettre la survie face à des événements qu'il perçoit comme, on va dire, très dangereuses ou douloureuses, va couper la sensation au niveau corporel et au niveau émotionnel. C'est vraiment un instinct de survie pour vous protéger. Voilà. Mais sauf que le problème, si on a eu à plusieurs fois une tendance chronique à faire usage du réflexe inconscient de paralysie, le corps a une tendance souvent de se couper du coup du côté émotionnel et du côté douleur, avoir une certaine tolérance à la souffrance. D'ailleurs, je constate souvent ce phénomène-là dans des maladies, on va dire, de douleur, fibromyalgie par exemple, mais aussi de burn-out où les personnes, comme moi-même, avions subi certaines violences dans son passé qui nous permettaient d'encaisser les coups, les chocs, mais aussi les violences verbales, et du coup, couper complètement des sensations au niveau corporel. Donc, le cerveau, face au danger, va donc choisir instinctivement le réflexe le plus adapté. Et comme le cerveau est super bien fait, il va lancer des substances, des substances
au niveau corporel, mais aussi au niveau émotionnel, mais aussi psychologique. Donc, concernant le corporel, ça va être le blocage, j'ai peur, j'ai mal au ventre, je suis triste, je vais être, avoir une douleur au niveau de la poitrine, je suis inquiet au niveau de l'estomac, beaucoup de colère au niveau du foie. Les émotions, tout le monde les connaît, peur, colère, tristesse, dégoût, on en passe. Et au niveau psychologique, je voulais attirer votre attention. Parce que le cerveau étant très bien fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, face à un danger, on peut faire l'amnésie complète, plus ou moins consciemment, d'une situation qu'on ne veut pas aller revoir, comme considérée comme trop de souffrance ou douloureuse. Mais il y a la partie inconsciente où on fait l'amnésie, où notre cerveau a préféré faire l'amnésie de cet événement trop jugé comme traumatique. Je vois par exemple le cas d'une situation où une personne fait des crises d'angoisse. Elle a subi des violences sexuelles, on va dire dans les bois. Elle ne se souvient pas de ce traumatisme. Par contre, court des marqueurs de stress. C'est-à-dire que dès qu'elle approche d'une forêt, elle va faire des crises d'angoisse. Dès qu'elle va sentir la forêt, le bois, la mousse, les champignons, le système d'alerte, de façon inconsciente, va se lancer à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle a des marqueurs de stress, où le cerveau a identifié forêt est égal danger et lance l'alerte. Mais aussi, du coup, tout ce qui va être dans l'événement face à cette situation-là, où le cerveau va lancer l'alerte pour protéger la personne. Car elle n'a pas eu de réponse adéquate dans son passé. Et l'alerte est toujours, si vous voulez, vigilante, voire hyper vigilante dans certaines situations. Donc, dans ce cas de figure, nous avons des marqueurs stress, des événements qui vont déclencher de façon inconsciente, même plusieurs années, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, du stress en nous. Le cerveau a gardé la mémoire de ce traumatisme et il n'a pas été, on va dire, résolu, apaisé. Et du coup, il reste en hypervigilance. Forcément, plus l'événement va être traumatique, plus l'intensité va être forte. Dans ce cas de figure, suite à l'instinct de survie, on traite aussi du stress. On appelle ça le stress post-traumatique. Le trauma est fini par lui-même, mais il reste les traumatismes, les conséquences de ce trauma. Et c'est justement ces conséquences qui peuvent courir encore très très longtemps après derrière. Très vite, ça peut être très vite. Un volcan en éruption, émotionnellement parlant, physiquement parlant, avec des blocages énergétiques à certains endroits du corps. Mais aussi des comportements de fuite ou de se sentir agressé face à certaines situations. Je dis bien, votre cerveau est en mode de survie, d'autoprotection. Si la réaction est adéquate et proportionnelle à vos sensations au niveau du corps, émotionnel ou psychologique, le cerveau se dit « j'ai lancé l'alerte, j'ai observé la situation, j'ai lancé l'alerte, elle a réagi de façon optimum et je peux maintenant baisser l'alerte ». Le problème, nous savons très bien, nous sommes une société de non-réaction. C'est-à-dire, nous ne libérons pas nos émotions, nous ne libérons pas non plus, on va dire facilement, exprimer les choses qui nous arrivent. On a une tendance quand même à garder beaucoup les choses pour soi. Donc au fil du temps, forcément, peut s'installer un mal-être, conscient ou pas, je dis bien conscient ou pas, à l'intérieur de nous. Donc au premier abord, l'être humain va chercher des solutions et va malheureusement chercher des solutions à l'extérieur. Peut commencer à trouver des solutions dans les addictions. D'ailleurs, face à la situation que nous vivons actuellement, je constate une grosse augmentation des addictions chez les personnes qui n'ont pas su trouver des solutions par eux-mêmes. Ça peut passer des cigarettes, du café, de la drogue, des joints, de l'alcool.
mais aussi du sucre, de l'alimentation, du sport, du travail, du sexe, du ménage. Peu importe, toutes les solutions sont bonnes. Toutes les solutions sont bonnes pour le cerveau, pour développer l'hormone du bien-être. Sur le coup, ça va soulager la pression à l'intérieur de soi, mais ça ne va pas pour autant résoudre le problème au niveau du cerveau. Ces addictions, de plus, sont dangereuses. Pourquoi ? Parce que nous devenons dépendants à quelque chose ou à quelqu'un pour provoquer en nous l'hormone du bien-être. La solution aussi étant peut-être de chercher le sauveur, le prince charmant, la meilleure copine, le meilleur thérapeute, le meilleur médicament, le meilleur vaccin de coco, la religion qui viendra nous sauver, le sauveur qui vient nous sauver. Je suis désolée de vous dire, le sauveur c'est vous-même, ce n'est personne d'autre que vous-même. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour vous sauver. Donc cette tendance aussi donc à chercher une solution en trouvant le sauveur, mais aussi à vouloir aider et sauver les autres. Ainsi, on se sent mieux, on a l'impression de servir à quelque chose. Ça glorifie un peu notre estime et notre confiance en soi, en aidant beaucoup de monde, en sauvant de plus en plus autour de soi. Plus on aurait voulu être sauvé dans son passé, enfant, plus on voudra peut-être sauver beaucoup de personnes. Le problème, c'est que quand on est dans le cadre du triangle de Karpman, du sauveur, on risque d'attirer à soi le persécuteur et la victime. Sur le coup, effectivement, ça glorifie l'estime de soi, la confiance en soi, le bien-être, ce besoin incontestable de l'être humain de vouloir être reconnu. Mais le problème, c'est que là, on dépend des autres, du regard des autres et pas de soi. Et forcément, on s'éloigne inexorablement de nos besoins primaires de départ. Notre cerveau, notre disque dur est toujours en attente, parce qu'on n'a toujours pas trouvé ses propres clés d'apaisement intérieur. Forcément, vous avez compris l'astuce, le serveur, ces personnes à l'extérieur de vous, on a tout en nous, l'auto-guérison, de pouvoir gérer notre mental, pouvoir gérer nos émotions, pouvoir même guérir notre corps physique. Et oui, nous avons toutes les capacités en nous pour nous libérer de tout ça. Petit point important à observer, si une situation est arrivée aussi à vos parents dans les 15 premières années de votre vie, comme il n'y a pas encore de dissociation par rapport à nos parents, s'il arrive quelque chose à vos parents dans cette enfance plus ou moins traumatique, vous allez pouvoir en garder des traces dans votre mémoire interne. Car comme il n'y a pas de dissociation, tout ce que vos parents ont pu vivre, vous allez le percevoir aussi comme étant un stress. Un stress, du coup, via une tierce personne, mais que vous allez programmer comme étant un danger. Donc vous avez compris le système. Il perçoit un événement comme étant dangereux. Notre système interne lance l'alerte, l'hypervigilance. Et il y a un mécanisme au niveau, du coup, des réactions au niveau des sensations au niveau corporel, émotionnel et psychologique. Et si on réagit de façon adéquate et de façon équilibrée par rapport aux sensations, le cerveau va baisser l'alerte. La plupart des personnes, justement, n'ont pas cette capacité pour l'instant à avoir compris qu'ils ont toutes ces clés en eux pour pouvoir libérer tout ça. Et on voit bien ce qui se passe. Les situations de peur sont réactivées, les réflexes de survie sont, on va dire énergétiquement parlant, au taquet. Donc du coup, je constate dans les accompagnements de plus en plus de personnes avec cette conscience d'avoir peur de tout et de rien. L'hypervigilance étant en alerte constante, ils n'arrivent même plus à avoir de raisonnement, ce qui est un peu logique d'ailleurs, parce que le réflexe de survie se trouve au niveau donc du bas de crâne. Je ne vais pas
bas du crâne, je ne vais pas être en détail au niveau de l'amygdale, au niveau du cerveau. L'événement reste bloqué à ce niveau-là et on est dans la capacité d'avoir un raisonnement logique, de prendre on va dire du recul sur les situations. C'est comme Maurice qui tourne en rond dans son bocal. On ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de sortie de secours. On reste paralysé et on tourne en rond. Voilà. Et c'est là qu'on constate beaucoup de phobies actuellement. Pas surprenant vu souvent les messages énoncés lors des peu de fois que j'ai regardé les journaux télévisés et écrits aussi d'ailleurs, qui véhiculent beaucoup de peur, d'angoisse et de stress. Et le peur est, on va dire, le plus grand ennemi du système immunitaire du corps et de votre système nerveux. Donc voilà, j'espère que ça l'aura ce petit, on va dire, message, petit post, on va dire, aura pu vous aider à comprendre ce mécanisme-là. Passez une bonne journée et surtout prenez soin de vous. À bientôt.